normalement, on est live de notre côté. En tout cas, c'est lancé. On va peut-être, du coup, n'hésitez pas à nous dire justement si vous nous voyez bien, etc. Nous, dans tous les cas, on va aller directement dans le concret, dans le cœur du sujet, et on va parler de garder un temps d'avance en cabinet de recrutement. Donc, on sera en compagnie de Florent, de Sophie qui vont se présenter par la suite, et Hugo, mon cher associé, qui est présent. Il y a Marilou aussi en coulisses qui s'occupe de toute la partie communication dans le chat. Déjà, tout d'abord, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que tout se passe bien de votre côté? Et quel est votre poste? N'hésitez pas à nous dire justement ce que vous faites. Si vous êtes déjà dans le club aussi, ça nous donnera un peu d'infos. Pour rejoindre le club, c'est simple. Il y a du coup un lien qui est disponible dans le chat sur lequel vous pouvez cliquer pour nous rejoindre. Donc, Marilou va le mettre. Tac, tac, tac. Et on a une surprise du mois qui va être aussi annoncée. Donc là, l'idée à chaque fois, à chacun de nos lives, c'est de faire gagner une petite surprise aux participants. Donc vous pouvez participer et on tire au sort directement. Tac. Je vous passe la main, tac, 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 et je arrête la présentation 2 secondes pour qu'on puisse chacun se présenter. Est-ce que vous pouvez vous présenter du coup, Sophie, Florent, bienvenue, vous êtes avec nous. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes, ce que vous faites? Yes, Sophie, je te laisse la parole. Ok, c'est gentil. Donc, bonjour. Donc, moi, je suis Sophie du cabinet ADNRH. ADNRH, c'est un cabinet indépendant créé en 2015. Donc, je suis co-associée de ce cabinet. Aujourd'hui, on est 5. Le premier poste qu'on a créé, c'est une chargée de communication. Et aujourd'hui, on a également une alternante en business développement et une chargée de recrutement. Donc, notre cabinet, il est généraliste. On travaille avec des TPE, des groupes, des PME, donc assez vaste en termes de typologie de clients. Et on intervient pour différents domaines, en fait, industrie, BTP, transport, services, par exemple. Et simplement, notre spécialité, c'est plutôt sur le niveau de poste. En fait, on commence au technicien expert jusqu'au cadre ou cadre dirigeant. Donc sur des métiers variés, BE, IT, finance, commerce, donc ce qui nous demande beaucoup d'adaptabilité. Après, c'est ce qui est intéressant aussi. Et puis donc on est en région, donc aussi des particularités liées pas de grandes métropoles, donc beaucoup de locales en fait, avec donc peut-être des méthodos un petit peu différentes des grandes villes. Voilà, donc on a choisi de faire la formation Gross Hiring pour justement rester toujours au fait de ce qui se fait, des nouvelles méthodos et essayer de monter en expertise sur le sujet, surtout de l'automatisation. C'était vraiment ce qu'on venait chercher au départ. Mais Alexis nous a accompagnés sur bien d'autres sujets. Voilà. Yeah. Pardon. Mais du coup, de mon côté, Skill Hunter, on a aussi été créé en 2015, comme le cabinet de Sophie. On a une mission principale, c'est de recruter les meilleurs talents dans la tech pour les entreprises qui construisent le futur, que ce soit pour des startups qui cherchent à créer de l'innovation de rupture ou pour des grandes entreprises qui sont établies, qui cherchent à innover et à rester leaders sur leur marché. Nous sommes là donc pour les accompagner, pour accompagner les dirigeants, les fondateurs, voilà, les managers tech dans ces enjeux essentiels à leur développement. Notre expertise, elle se situe dans le recrutement de profils tech. Donc, on est spécialisé sur ces métiers et on offre 2 services clés, le recrutement en CDI et le recrutement en freelance. Pour être plus efficace, on a structuré notre organisation en 2 équipes. Une équipe CDI, une équipe freelance comme nos 2 services, avec des consultants qui sont spécialisés par métier et par techno pour devenir des experts sur certaines particularités. Et ce qui nous différencie et nous rend unique, c'est avant tout notre équipe. C'est pas parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes de Skill Hunter qui sont en train de regarder ce live que je dis ça, mais j'insiste, ce qui fait vraiment la différence aujourd'hui, c'est la valeur de nos recruteurs. On a la chance d'avoir de très bons collaborateurs. On est convaincu que cette cohésion, cet esprit d'équipe qui est basé sur beaucoup de transparence, sur le partage d'infos, etc., ben, ça apporte beaucoup à notre efficacité. Et ensuite, évidemment, c'est notre appétence pour l'innovation, pour la tech, les startups. On a d'ailleurs 2 de nos recruteurs qui ont un background de développeurs.
Et globalement, on a la volonté de toujours nous améliorer, quitte à bouleverser nos habitudes et nos process, comme on l'a fait aussi avec Ross Hiring, dans un marché où il est impossible d'être attentiste. Trop bien. Là, je ne peux que confirmer ce que dit Florent. Non, franchement, c'est vrai que leur équipe, elle est incroyable et ils ont cette volonté de toujours se mettre en action, se challenger, innover dans leur pratique et ils ont vraiment une forte expertise. Et en plus, ils sont hyper sympas. Donc, franchement, je confirme ce que tu viens de me dire, Florent. Merci, Hugo. Yes, c'est trop cool. Et moi, pareil, du coup, j'ai accompagné ADNRH du coup, avec Sophie. Équipe trop cool, ultra authentique, bienveillante. Moi, j'ai adoré échanger avec vous et travailler avec vous. Franchement, c'était trop cool. Ultra à l'écoute. Cherche à s'améliorer constamment. Donc, franchement, trop bien. Donc, c'était un réel plaisir. Trop bien. Du coup, pour expliquer un peu le déroulé de cette table ronde, on a fait un peu les présentations. Après, on va rentrer jusqu'à les réussites, les difficultés qu'on peut avoir en tant que cabinet. Vous poser quelques petites questions justement sur ces sujets, sur les problématiques que vous pouvez rencontrer, les choses que vous avez pu mettre en place aussi, et aussi parler futur du recrutement, voir ensemble quelles sont les méthodes ou les potentielles aspirations du monde du recrutement qui arrivent dans les prochaines années. Est-ce que déjà ce planning vous va? Très bien. Parfait. Trop bien. Du coup, je voulais commencer par une première question. Parlons d'abord de difficultés qu'on peut avoir. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer en tant que dirigeant de cabinet ou cabinet en ce moment? Je sais que le marché n'est pas forcément favorable. On peut avoir effectivement pas forcément beaucoup de missions parce que les clients vont avoir moins de budget. Trouver aussi des candidats commence à être compliqué parce que les tendances s'inversent. Quel est un peu votre ressenti justement aujourd'hui sur ces difficultés du moment? Du coup, je prends la main, Sophie. Comme oui. de notre côté, on a plutôt travaillé sur les problématiques côté sales. C'est la première étape, on va dire, dans un cabinet, d'avoir un portefeuille qui soit cohérent. C'est vrai que depuis quelques trimestres, l'écosystème est plus en difficulté. Globalement, les fonds d'invest, ils misent moins actuellement et des sommes moins importantes sur les startups, ce qui impacte automatiquement les budgets recrutement de nos clients. Quand il y a moins de levée de fonds, il y a moins de recrutement. Et pour tirer notre épingle du jeu dans ce marché qui est plus tendu, on a dû s'adapter et mettre en place une culture sales afin de disposer d'un nombre suffisant de missions. En parallèle, les candidats, ils sont toujours aussi rares. Voilà, donc quand on capte l'attention d'un candidat, on doit être capable de lui proposer une opportunité qui réponde précisément à son parcours et à ses aspirations, sinon on va le perdre. Voilà, si on prend un exemple d'un de nos recruteurs qui rencontre un développeur Golang au fil de la discussion, ce développeur lui explique qu'il souhaite éviter le secteur des fintechs et qu'on n'a que Lydia, par exemple, à lui proposer en post Golang, on va perdre ce candidat. Et pourtant, ce candidat a une valeur certaine pour de nombreuses autres entreprises en recherche de son profil. Donc, on se doit d'avoir un panel suffisamment large et de qualité, un panel de missions d'entreprise larges, différentes, de différents secteurs d'activité, afin d'optimiser notre temps et voilà, de pouvoir proposer une offre qui réponde précisément. Et concrètement, depuis la formation avec Ross Hiring, on a eu quand même des bons résultats. Même très intéressant. On a une activité, une culture aujourd'hui sales qui est vraiment marquée. On a sur des éléments concrets 8 clients qui ont été signés après la formation. Plus d'engagement et d'envie de manière générale puisqu'on a une dynamique qui est collective. Et également, on a multiplié le nombre de rendez-vous de 2 à 4. Voilà, donc c'est fois 2 ou fois 4. Donc c'est très intéressant pour nous depuis cette formation. Trop cool. Merci pour ton partage, Florent. Est-ce que Sophie, toi, tu vois justement aussi des enjeux du moment que tu as avec ADNRH? Alors moi, j'interviens plus côté candidat, même si forcément très en lien avec la partie client aussi, mais c'est ma collègue qui gère ce domaine-là en point d'entrée. Donc nous, ce qu'on a constaté, c'est que les délais quand même de production ont vraiment quasiment doublé en fait depuis quelques mois. Beaucoup de tensions sur le marché. Le fait qu'on soit un cabinet généraliste aussi, ça nous rend un petit peu, ça nous
procure des difficultés à entretenir un vivier. En fait, on fait quasiment que du sur-mesure pour nos clients. Donc, on repart toujours de zéro. Donc, finalement, beaucoup de latence, des prises de décision aussi du côté des dirigeants qui sont assez longues. Donc, on s'est posé les questions et on a fait le choix justement d'inscrire notre parcours avec Gross Hiring pour trouver des nouveaux leviers d'acquisition de candidats plus rapidement. Donc, on a essayé l'automatisation, donc en l'occurrence avec l'outil Wallaxy, en ce qui nous concerne. Ce qui nous a permis en fait d'obtenir vraiment des résultats assez concrets. On est passé à peu près, alors par recruteur, de 125 prises de contact en moyenne à 200 par semaine assez rapidement, en allant jusqu'à la relance, ce qu'on faisait pas très bien en fait parce que ça prend beaucoup de temps. In fine, ça nous permet aussi après de nous concentrer sur les tâches à valeur ajoutée, sur l'évaluation, donc de monter en expertise, en professionnalisme auprès de nos clients. Sur les campagnes qu'on a pu lancer, on a tout de suite eu des bons taux de réponse qui vont jusqu'à 70% en moyenne, donc c'est plutôt bien, on est assez content de ça. Et puis également, notre temps de sourcing a réduit, donc on est plus efficient et ça nous permet d'être plus proche de nos candidats, de valoriser cette expérience candidat et de se professionnaliser tout simplement. Trop bien, trop cool, merci pour tout ça et tous les partages ultra concrets, ça fait plaisir. Si on doit faire une introspection un peu vis-à-vis de votre cabinet, quelles sont aujourd'hui les tâches que vous mettiez en place, les méthodes traditionnelles que vous aviez et que vous faisiez peut-être naturellement par le biais de vos formations, de votre expérience, et VS contre les méthodes que vous mettez en place aujourd'hui maintenant, qui vont être plus différenciantes, qui vont permettre justement de votre cabinet soit d'aller plus vite, de se différencier, d'avoir de la meilleure qualité dans votre approche. Yes, je prends le relais. Bon, du coup, de notre côté, comme on l'a compris, le chantier, il était surtout côté sales. Donc, on s'intéresse vraiment à ces questions de développement commercial et c'est ce sur quoi on a vraiment orienté avec Gross Hiring. Pour reprendre le contexte, en 2022, non, 2022, on a recruté plusieurs collaborateurs et notre équipe, elle est passée de 5 à 10 personnes. Et avec cette croissance, de nouveaux enjeux ont vu le jour, particulièrement de ce côté développement commercial. Avant, on était une toute petite équipe, ça fonctionnait beaucoup au réseau, mise en relation, à quelques demandes entrantes, ça nous suffisait. Et puis, si on avait besoin d'avoir un peu plus de missions, notre seule stratégie était basée sur des sessions occasionnelles de cold call, sans que ça soit vraiment inscrit dans notre culture. Voilà. Donc, en doublant notre effectif et également en se spécialisant par métier, on a eu besoin vraiment d'avoir un panel plus large d'entreprises, de missions et un nouveau souffle commercial tout simplement pour se constituer un portefeuille client plus important et plus de régularité dans les demandes clients. Ouais, et je trouve qu'il y a cette approche sur des clients auxquels vous croyez, dans lesquels vous voulez vraiment cibler, dans lesquels vous allez mettre en place une approche très personnalisée, basée sur du cold call, etc. Mais il y a aussi cette approche que vous avez, je pense, réussi ou que vous commencez à bien déployer, c'est un peu cette notion de recrutement inversé dont tu parlais tout à l'heure. De se dire aujourd'hui, vous avez des candidats, vous êtes spécialisés, donc il y a des candidats qui ne veulent pas travailler dans la fintech, mais dans lesquels, en fait, c'est pas forcément des clients que vous avez aujourd'hui. Et donc, la capacité que vous avez maintenant, c'est celle de pouvoir aller identifier des entreprises qui recrutent, automatiquement d'identifier les décisionnaires, mettre en place des campagnes ultra personnalisées auprès de ces décisionnaires pour justement leur présenter un candidat qui, toi, considère comme intéressant vis-à-vis de leur fiche de poste et de le pousser comme ça. Et en fait, surtout d'avoir des entretiens qui vont être qualifiés par rapport à ton pipe de candidats actuels. Et ce qui fait que forcément, in fine, tu proposes plus d'entreprises à tes candidats. Et ce qui te permet d'aller en fait maximiser le taux de transformation entre le nombre de candidats que tu as rencontrés qui veulent travailler avec toi, parce que tu as créé de la confiance avec eux, etc. Et en même temps, le fait que tu as vraiment des entreprises intéressantes à lui proposer. Je sais pas si tu as des insights un peu là-dessus sur, par exemple, le process que tu as pu mettre en place, le taux de retour aussi de tes campagnes là-dessus. Ouais, alors carrément. Alors, je pensais effectivement qu'on parlait vraiment des méthodes traditionnelles qu'il y avait avant en place chez Skill Hunter et que voilà, ça venait par la suite les éléments qu'on a mis en place. Mais évidemment, on a mis beaucoup de choses en place, beaucoup d'outils et globalement, ça nous permet aujourd'hui d'être bien plus efficaces évidemment et d'automatiser en fait des tâches avec beaucoup moins de valeur.
et voilà, tout ce qui peut être automatisé doit l'être, et c'est ce qu'on tend, ce vers quoi on tend aujourd'hui. On a globalement mis en place un CRM, on a mis de l'automatisation sur tout ce qui est scrapping de data, d'enrichissement de contacts, la mise en place de campagnes automatisées multicanales, LinkedIn, mail, etc. Une vraie culture de session de call, de warm call et en équipe, avec des plages horaires qui sont définies chaque semaine pour voilà, se challenger entre nous et pour justement aller encore plus loin dans les challenges, des petits défis commerciaux pour notre équipe et voilà, des petites choses à gagner. Voilà, ça nous permet aujourd'hui de se focus, comme je te dis, sur vraiment ce qui a de la valeur pour nous, ce qui doit faire la différence, la définition de la cible, la rédaction des messages d'approche, l'approche en général et voilà, le suivi des leads globalement. Et il y a même on avait pas mal échangé avec Hugo après accompagnement. Il y a vraiment une culture assez forte commerciale qui s'est instaurée, qui n'est pas forcément facile à prendre. Surtout quand on a des recruteurs qui ne sont pas forcément à l'aise avec le téléphone. Ça, j'ai trouvé que c'était un point ultra pertinent chez vous. Vous avez réussi à mettre en place vraiment une grosse culture commerciale, une bonne dynamique. Ben, c'est vrai que tous les recruteurs ne viennent pas forcément d'un monde des ressources humaines, mais ne viennent pas non plus tous d'un monde commercial. Et c'est vrai que le métier de recruteur est beaucoup associé aujourd'hui à un métier avec une grosse connotation commerciale. Donc il y a effectivement une culture à mettre en place pour des profils plus RH qui n'est pas forcément naturel, mais le fait de le faire en équipe, ça apporte beaucoup de confiance, de dynamisme et de plus grande fluidité à le mettre en place. Trop bien. Merci pour le partage, Sophie. Est-ce que toi, si on arrive à faire de l'introspection sur ADN-RH, sur les méthodes traditionnelles justement que tu avais et les nouvelles méthodes que tu peux mettre en place, que tu as mis en place de ton côté, est-ce que tu peux nous partager tout ça? Ouais, nous, alors globalement, depuis le départ, en fait, on travaille avec les job boards, je pense comme tout le monde, mais une démarche quand même passive avec de la diffusion d'annonces, du sourcing bien sûr, ça a toujours été très présent chez nous. Donc recherche sur les CVTech, LinkedIn bien sûr. Et puis on a également une partie approche directe, alors qu'on pratique un peu, mais en méthode un peu plus traditionnelle d'identification, de ciblage et d'approche. Et donc aujourd'hui, ce que nous a apporté aussi cette formation Growth Hiring, c'est vraiment le fait de pouvoir diversifier nos canaux de recherche. Ça, c'est quelque chose. On sentait qu'on pouvait le faire, mais on ne savait pas comment, vers quoi aller. Alors, Florent, toi, tu es dans la tech, GitHub, tout ça. Moi, j'étais pas très familière, je savais pas trop. Enfin, on en a parlé, Alexis, mais je savais pas trop comment l'utiliser, comment faire. Donc, ça m'intéressait beaucoup de savoir comment toucher ces profils. Voilà, donc pour avoir cet exemple-là. Après, on a travaillé et on travaille toujours sur l'enrichissement de la donnée. Pour savoir relancer via différents canaux. Peut-être que le candidat sera plus réceptif sur le mail, sur le téléphone, etc. Donc l'appel, oui, comme vous le faites peut-être aussi. Essayez de trouver vraiment, et alors notre particularité, comme on n'est pas spécialiste d'un domaine en particulier, c'est selon les profils, tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Donc dans l'IT, dans la compta ou dans le commerce, les gens réagissent différemment. Donc c'est toujours se remettre en question, se mettre à la place de l'autre, savoir comment on peut le toucher au mieux. Chercher aussi sur les communautés, essayer d'insérer des réseaux pour de savoir un petit peu de l'intérieur qui peut correspondre, proposer nos opportunités. Et puis, on a découvert aussi des nouveaux outils sur du scrapping, sur de la gestion du temps, par exemple, je pense à ça. Voilà, donc globalement, en fait, ça nous permet vraiment de nous remettre en question sur pas mal de choses tout au long du process. Et puis de toujours rester à la pointe, si je puis dire. Enfin, on essaye de se tenir au courant et de prendre ce qui nous va aussi. C'est important en fait de pas prendre, de pas, adopter tout ce qu'il y a sur le marché, mais parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'outils, mais trouver ceux qui nous sont, qui nous semblent plus pertinents pour nous et pour nos clients au final. Et je trouve ce qui vous différencie aussi beaucoup, tu parlais de process justement, vous avez réussi à mettre en place quand même dans votre process votre ADN tout au long. Et ça, j'ai trouvé ça trop cool avec une petite connotation d'humour, une petite chanson, etc.
Est-ce que Ouais. tu peux en parler? Ça, je trouve ça trop bien. Ouais, c'est vrai que depuis le début, ça me semble naturel. Alors, je ne parle pas, mais on a vraiment travaillé sur ça avec Marie, mon associée, sur tout ce qui est autour du branding du cabinet. On a marketé un petit peu notre cabinet avec la marque Authentique Recruteuse. Donc, tout ça, c'est venu d'un sondage auprès de nos clients et de nos proches. Donc, le mot authentique, authenticité est revenu vraiment beaucoup. Donc, on a choisi de prendre cette voie-là et on a décliné tout notre process candidat. Alors on essaye, on n'est pas encore bon sur tout, je pense, mais on essaye de le faire, de rendre un peu plus léger le process candidat, d'être accessible aussi aux personnes dans les échanges, de mettre une petite pointe d'humour si on y tient pour désacraliser un petit peu tout ça. Donc ça commence par nos annonces, mais dans les messages d'approche aussi, tout au long du process, dans les rendus aussi qu'on a auprès de nos clients. On essaye alors ça on y tend, mais je dirais qu'on a encore du travail à faire là-dessus. Et puis on a travaillé sur toute notre marque, sur nos profils LinkedIn par exemple, donc que ce soit en visuel ou dans le texte, en gardant un fil conducteur en fait tout le temps. Trop bien. Il y a un sujet, j'enchaîne du coup sur un sujet sur lequel Hugo et moi on est confrontés, je pense, tous les jours. Et même dans le monde du recrutement, on en parle beaucoup, c'est le sujet d'automatisation, vous l'avez dit tous les deux. Ce mot automatisation, aujourd'hui, il est beaucoup associé, il y a beaucoup de croyances qui font qu'il est associé. Est-ce que vous me revoyez? C'est bon? C'est bon. Ouais, c'est bon. Tac. On va se remettre comme ça, tac, tac, tac. Voilà, nickel. Du coup, aujourd'hui, l'automatisation est associée justement à de la baisse de qualité, à du volume. On pense qu'on déshumanise l'approche. À l'inverse, nous, on est assez convaincus que ça apporte de la qualité justement dans l'approche, ça permet d'avoir de moins de charge mentale, etc. Vous, qu'est-ce que vous pensez justement de l'automatisation? Comment vous en faites usage? Quelles sont les bonnes pratiques selon vous? Florent, vas-y, je te laisse commencer. Oui, carrément. C'est vrai que le métier il a beaucoup évolué ces dernières années. On a commencé en 2015, fin 2015, début 2016. Il n'y avait quasiment pas d'outils d'IA, il n'y avait pas d'automatisation. Même tout ce qui était plateforme de gestion de tâches collaboratives, type Notion, ça existait beaucoup moins. C'est vrai que aujourd'hui, ça fait clairement partie de notre socle, et on l'utilise au quotidien. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas se substituer systématiquement à l'automatisation, à l'IA, etc. Mais si c'est bien utilisé, si c'est utilisé pour des tâches qui peuvent être faites plus rapidement et bien faites, selon nous, c'est une vraie bonne chose. Mais en revanche, voilà, il ne faut pas aller non plus trop loin. C'est vrai qu'on a testé par exemple ChatGPT ou d'autres IA de la grosse machine ou de Notion sur des icebreakers ou sur des sujets un petit peu de création de contenu pour aller vraiment capter l'attention d'un prospect qui reçoit plein de mails, etc. Et forcément, on n'est pas convaincu aujourd'hui vraiment de la force de l'outil. Mais effectivement, comme tu dis, et comme dit Hugo très logiquement, sur certaines tâches, c'est extrêmement utile. Et nous, aujourd'hui, ça fait clairement partie de nos process. Il faut juste bien savoir l'utiliser. Tu es d'accord, toi, Sophie? Ouais, je suis d'accord avec comment tu toi. Le vois, Ouais. toi Oui, moi je suis d'accord, il faut bien l'utiliser. Ça fait partie intégrante maintenant de notre process à nous aussi. Pour l'instant, plutôt côté candidat, mais on n'exclut pas de le dupliquer sur le côté client. Ça nous fait vraiment gagner du temps. Je trouve pas qu'on perde en qualité. Après, il faut bien le faire, quoi. L'automatisation, il ne faut pas scraper de la donnée et puis balancer un message à plein de contacts. Enfin, je pense que si on identifie, si on cible bien au départ les bons profils et qu'on garde cette qualité-là, après, ça peut que nous faire gagner du temps et puis nous permettre de nous concentrer sur les vraies tâches à valeur ajoutée en ce qui me concerne sur l'évaluation après, quoi. Et ChatGPT, je te rejoins aussi. Alors, vas-y, Hugo, pardon. Non, je t'en prie, finis. On l'utilise aussi, mais on reste prudent. C'est plus un support sur de la veille ou plus une aide pour trouver des idées, des messages d'accroche, ce genre de choses. Mais on fait très attention et surtout pour garder notre propre identité, quoi.
Yes, je pense qu'on gagne déjà suffisamment de temps en automatisant d'autres choses pour garder notre côté, notre expertise de recruteur, le côté vraiment humain dans les tâches qui sont essentielles, comme les messages, comme la définition, comme tu disais, de la cible de notre panel que l'on contacte pour être bien certain de passer aussi, de regarder nous si l'outil a bien fonctionné. Voilà, il faut évidemment garder notre œil d'expert par-dessus. Ouais, et nous, à ce jour, on n'a jamais eu de retour de personnes, de candidats qui nous remonteraient, qui se rendent compte en fait que c'est automatisé. C'est pas arrivé. Donc, ça doit le faire. C'est ça, ça remet de la valeur, je trouve, au métier de recruteur. On va beaucoup plus réfléchir à la stratégie, des idées créatives pour aller trouver d'autres candidats, bien segmenter son audience pour avoir une approche ultra personnalisée. Typiquement, je regarde un peu dans vos campagnes, Sophie, vous avez des taux de retour à 100% sur des audiences très très petites. Pareil, Florent, dans votre prospection, vous avez des taux de retour de prospection à des campagnes à plus de 30%. Et en fait, ça passe par une bonne segmentation et à quel point ton message il va être personnalisé pour chacune des personnes qui sont dans ton audience. Et c'est là, en fait, je sais pas vous, votre perception sur en fait à quel point le métier de sourceur / prospecteur, je sais pas comment, avant, après, avec cette démarche d'automatisation, elle change de perception. Où en fait, dans la prospection, c'est toujours aussi important d'avoir des choses qu'on va faire à la main, des gens qu'on va appeler à froid, aller demander des intros, des mises en relation, et c'est là aussi la vraie force. Et pareil sur la partie sourcing, des candidats très rares, il faut toujours garder des très personnalisées, avoir la même méthode pour chacun des prospects qu'on va cibler. Vous, c'est quoi un petit peu justement votre perception de ça un petit peu? Du coup, je pense que simplement, il faut le voir comme un vrai plus, comme je te disais. On garde globalement notre méthode, nos process, enfin en tout cas notre manière de recruter et notre expertise, elle reste fondamentalement la même. C'est simplement que le marché est tendu aujourd'hui. Il faut aller souvent vite sur des recherches. Nos clients aussi ont besoin que l'on aille vite avec des candidats qui sont surcontactés, bon, là je parle quand le côté candidat, du coup je quitte un peu mon rôle de sales, mais c'est oui, voilà, le nerf de la guerre effectivement, c'est que le candidat devient de plus en plus pénurique, qu'il faut toujours améliorer notre méthode pour aller rapidement dans un marché tendu. Donc, il faut toujours prendre en fait l'innovation comme quelque chose de positif et ensuite l'adapter et pas la prendre finalement comme elle vient, mais voilà, essayer de voir comment elle pourrait s'adapter à nos process. Et comme disait aussi Sophie, très justement, il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent, il y a plein de choses qui peuvent être réfléchies, mais il faut bien cerner quel outil va correspondre à notre manière de fonctionner, pas prendre un outil surdimensionné ou pas rajouter en cascade une somme infinie d'outils, mais voilà, le faire de manière logique. Ouais. Je suis entièrement d'accord. Voilà. Tout pareil. C'est ça. Génial. Je tiens juste aussi à rappeler aux participants qui nous regardent qu'effectivement, on voit toutes les questions. Il y a plein de questions, c'est trop cool, notamment sur les ATS, les outils, etc. On y viendra à la fin. N'hésitez pas à continuer à poser des questions, comme ça on a un maximum de questions et nous, on peut vous apporter un maximum de valeur. Il y a aussi la surprise du mois qui devrait arriver dans les liens. Je ne sais pas si elle a été envoyée. Je le remets là, mais du coup, c'est une surprise qu'on fait gagner à chaque fin de live. Donc, vous pouvez cliquer sur ce lien. Et j'enchaîne, du coup, sur une nouvelle question parce qu'on parle pas mal d'IA, de nouveaux outils. Moi, j'aimerais avoir votre vision, justement, sur le futur du recrutement. Selon vous, où est-ce que le recrutement va aller dans les 2-3 prochaines années? Quelles sont les nouvelles méthodes, les nouvelles pratiques, les nouveaux modèles qu'on va voir, en fait, émerger? Sophie, question bien difficile. J'aimerais le savoir. Je sais pas, je pense que c'est sûr que tout ce qui va être IA, qui tourne autour de la technologie, ça sera présent. Après, il faudra vraiment le prendre avec prudence, je pense, pour ne pas, sinon, oui, voilà, on va perdre d'humain dans les process ou dans le contact. Moi, je le vois toujours comme une aide. Donc, par contre, à mon avis, on va voir ça. Ça va se multiplier certainement avec du développement d'autres outils. Après, nous, ce qu'on constate aussi, c'est que peut-être, alors sur le marché, vu les tensions, aujourd'hui, on est plus en train de construire autour d'un profil, d'un candidat que l'on a qui correspond pas peut-être à 100% au poste,
mais on construit autour. Donc, essayer peut-être de développer, je sais pas, des manières d'identifier les potentiels, ce genre de choses, que ça soit sur les soft skills ou autres. Après, sur le futur vraiment du recrutement, j'ai pas d'autres idées vraiment. Ouais, ou même de la place du recruteur, ou à quel point un recruteur va évoluer dans les 2-3 prochaines années, ça peut être aussi un moyen de. Ouais. Je pense que fondamentalement, le métier, il devrait rester le même. Enfin, notre valeur, notre place, c'est vraiment notre expertise, notre œil. Si tout pouvait s'automatiser, il y aurait aujourd'hui uniquement les plateformes qui fonctionneraient. Il y en a beaucoup dans la tech ou plus généralistes qui existent déjà. Et souvent, quand on est en contact avec nos clients, ils nous disent que, surtout sur des métiers spécifiques, pénuriques, etc., les candidats viennent aujourd'hui très peu à eux. C'est des candidats qui sont aujourd'hui très bien souvent dans leur société actuelle, qu'il faut aller chercher et surtout à qui il faut proposer un projet de vie professionnelle qui soit cohérent. Et les candidats, dans une vie professionnelle qui est riche, n'ont pas forcément le temps de se rendre compte de toute l'offre qui existe aujourd'hui sur le marché. Et c'est à nous, justement, côté sales, effectivement, d'avoir suffisamment de sociétés différentes, de secteurs, etc., pour avoir une vision large du marché, pouvoir leur proposer vraiment une valeur ajoutée et une offre à laquelle ils n'auraient pas forcément pensé. Donc, c'est vraiment garder ça. Et puis après, autour, c'est tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, rajouter de l'IA qu'il faut ou de l'automatisation quand elle est utile pour nous aider simplement à être plus efficace et à avoir une meilleure réactivité et un meilleur service pour nos partenaires. Ouais, moi aussi, je pense que c'est vraiment gagner en agilité, se servir de tous les outils qu'on nous proposera sur le marché, que ça soit pour de l'évaluation, de l'automatisation ou autre, et bien connaître son marché, ça me semble indispensable pour pouvoir après positionner la bonne personne au bon endroit, essayer de vraiment faire du lien entre tout ça en fait. Mais pour moi aussi, on entend parfois ou on peut lire que est-ce que le recruteur de demain, sera remplacé par la machine? Je le pense pas vraiment. Ouais, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Et pour rebondir sur la question d'Hugo, vraiment sur la place du recruteur, moi j'ai l'impression que le recruteur va évoluer beaucoup en termes de compétences, doit maîtriser des compétences commerciales, doit maîtriser des compétences marketing. Et en fait, ce métier il bouge énormément parce qu'il a pris, je trouve en tout cas, le marché du recrutement a pris beaucoup de retard sur ses autres domaines. Et du coup, là, il reprend justement de l'avance avec plein de nouveaux outils et ça va très très vite. Et du coup, on a des RecOps qui émergent, des personnes qui vont être spécialisées sur les outils. Voilà, il y a pas mal de nouveaux métiers, je trouve, qui bougent et je trouve ça trop bien. Je trouve que ça donne aussi davantage de perspectives pour les recruteurs pour aller chercher vraiment les métiers qui leur correspondent. J'avais une question aussi à vous poser. Parce que là, je trouve qu'on fait un format qui est quand même assez atypique. Mais en tout cas, j'ai pas vu beaucoup de formats où on avait des dirigeants de cabinet qui se rencontraient, qui échangeaient, etc. Je trouve que c'est quelque chose justement qui apporte beaucoup de valeur. Souvent, on voit les cabinets un peu en concurrent, par de marché, etc. Alors que nous, avec Grossaring, on est beaucoup plus dans une démarche de fédérer, de faire en sorte qu'on échange, qu'on avance tous ensemble en fait vers la même direction. Vous, aujourd'hui, comment vous faites Est-ce que vous échangez avec d'autres dirigeants de cabinet? Est-ce que vous faites de la veille? Est-ce que vous avez des groupes d'échange aussi avec d'autres personnes ou pas du tout? Alors, je prends la parole. En fait, nous, on fait partie d'un réseau. En fait, c'est plutôt un collectif de dirigeants d'entreprise qui s'appelle Randy Randa. Je leur passe un petit coucou. Ils sont des personnes vraiment très professionnelles et très sympas. Et en fait, ce sont des échanges de services. Donc, c'est du business, mais qui est un petit peu peut-être déguisé au départ. Donc, c'est vraiment orienté sur l'humain. Sur ce qu'on peut faire ensemble ça nous permet aussi de présenter notre activité, d'échanger avec des personnes sur notre territoire. Donc, on fait partie de ce réseau-là. Et puis après, par contre, donc ce ne sont pas que des personnes orientées recrutement. Hein, on est vraiment sur différentes typologies de métiers. Puis après, sur vraiment les échanges métiers, c'est plutôt de la veille sur des webinars, des conférences ou des choses comme ça. Pas vraiment de réseau vraiment dédié aux professionnels du RH ou du recrutement. De mon côté,
Alors, c'est vrai qu'on a de très bonnes relations et des échanges réguliers avec d'autres cabinets de notre région, notamment 2 qui ont été créés quasiment en même temps que nous. Voilà, et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir les retours marchés. On a souvent les mêmes d'ailleurs sur la conjoncture globale et les opportunités ou les difficultés. Et on a également des échanges occasionnels avec un cabinet tech majeur sur Paris, donc c'est aussi intéressant d'avoir son avis, puisque nous, on est basé à Marseille, la plupart de nos clients sont à Paris, mais géographiquement, nos bureaux sont à Marseille. Concernant des réseaux de dirigeants, on n'appartient pas à un réseau en particulier, mais il me vient à l'esprit quelque chose qui est intéressant pour nous, c'est que on est actionnaire d'une belle startup depuis sa création qui s'appelle Kiln, qui travaille sur une solution de rendement sur les cryptos. Elle a réalisé dernièrement une levée de fonds en série A de 17 millions d'euros et ça nous permet de vivre de l'intérieur le développement d'une startup et d'être confronté aux problématiques et aux enjeux que vivent nos clients. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et dans cette continuité, dans cette logique-là, de vivre des aventures startup, on a décidé de monter un fonds d'invest qui a vocation d'investir dans des startups sur des levées en seed ou en série A, avec la vision de pouvoir à la fois les accompagner côté recrutement pour constituer leur équipe tech via Skillhunter et également de les accompagner sur les enjeux de levée via l'expérience et le réseau de Laszlo, qui est le CEO de Kiln. C'est pour ça qu'on est actionnaire dans cette société et troisième cofondateur de ce fonds d'invest. Et je disais CEO de Kiln, mais également cofondateur de Skillhunter. C'est pour ça qu'on est actionnaire de Kiln. Donc, ça nous apporte pas mal de choses, effectivement, pour comprendre les enjeux et vivre de l'intérieur la vie d'une startup et les enjeux de recrutement. C'est top. Et puis, globalement, tu crées un peu tes futurs clients. Tu les accompagnes, tu les aides et tu vois comment ils bougent, comment ils évoluent. Et puis, en plus, tu réponds à leurs besoins par la suite. Donc, non, franchement, je trouve la boucle est trop bien. Super cool. Yes. On va arriver du coup à la fin de cette table ronde, cette partie table ronde. Hugo, je sais pas, je te mets une petite balle là dans ton camp. Est-ce que tu as d'autres questions qui te venaient en tête là pour Florent et Sophie ou pas du tout? Non, mais je trouve qu'on a fait un beau petit tour et moi, ce que je retiens de ça, c'est en fait à quel point aujourd'hui vous avez, vous êtes vraiment maintenu et vous avez vraiment pris un temps d'avance. En fait, vous avez réussi à valoriser aujourd'hui ce qui vous fait de mieux dans votre quotidien, c'est d'échanger avec des gens et de réfléchir en fait à des stratégies pour optimiser ces rencontres-là. Et tout ce qui est à côté et qui permet le déploiement opérationnel, vous êtes armé des bons outils, des bonnes méthodes pour justement faciliter cette rencontre-là et valoriser votre temps et tout en faisant les bonnes conditions et sans tomber dans les pièges de volume, de perte de qualité, etc. Et je trouve que c'est c'est ce qui peut vraiment faire la différence aujourd'hui avec des stratégies toujours hyper intéressantes, voilà, de recrutement inversé, de dire comment est-ce qu'on va valoriser le candidat et essayer de trouver des missions qui vont lui correspondre pour Florent et toute l'équipe de Skillhunter. Sa partie de NRH, c'est justement comment encore mieux cibler par rapport aux enjeux de nos clients les personnes qui vont correspondre et qui vont parfaitement correspondre et les approcher avec un message ultra pertinent peut être très qualitatif sur des postes très spécifiques où on va pouvoir obtenir des 100% de réponses ou même des postes un peu plus génériques comme des comptables où on peut se permettre d'aller faire un peu plus de volume, mais sans jamais dépasser les 100-150 personnes contactées par campagne. Et tout ça, ce qui permet vraiment de en fait, créer un flow continu de gens que vous contactez avec une bonne approche. Et en fait, tout ce temps-là, pendant que ça tourne, vous concentrez sur des sourcings très rares, très spécifiques, ou alors échanger avec plus de candidats. Et en fait, moi, pour en fait, que ça puisse aussi servir votre cabinet votre qualité d'accompagnateur, d'accompagnement à la fois partie candidat et client. Et donc, c'était hyper intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Et donc, je trouve qu'on a fait un bon petit tour. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'outils, etc. Mais typiquement, on a parlé de l'importance d'avoir très peu d'outils qui vont correspondre à vos enjeux. Peut-être qu'on dise de dernière question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, si vous deviez aujourd'hui définir votre stack d'outils de 2-3 outils qui sont parfaits pour vous, qui sont votre stack d'outils, voilà, qu'est-ce que ce serait aujourd'hui? Je vois qu'on a eu pas mal de questions dans le chat sur ça. Ouais, tu as raison, c'est une question. Yes. Du coup, je parle côté client. Côté client, nous, en termes de CRM, on a opté pour Pipedrive. On
est très content. Après, pour scraper de la data, je peux penser à un Instant Data Scrapper qui fonctionne pas mal, à Better Contact pour l'enrichissement, et pour tout ce qui est séquençage, automatisation de campagne, il existe la grosse machine et l'Emlist qui ont des cas d'usage un peu différents, mais je pense qu'il faut les tester. Les deux sont plutôt des très bons outils. Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit en premier. D'accord. Et Sales Navigator aussi, d'ailleurs, en plus, pour l'identification des candidats aussi. Et Sales Navi, oui, évidemment, c'est tellement et des prospects. Yes. Et toi, Sophie, du coup, quelle est ta stack à toi? Quels sont les outils LinkedIn, on n'est pas sur SalesNav, mais LinkedIn quand même, malgré tout. En ATS, on travaille avec Human Sourcing pour l'instant. Ça se passe bien aussi. On a développé des outils de scrapping, donc Instant Data Scrapper aussi, principalement. On a découvert toutes les fonctionnalités de Phantom Buster, donc ça c'est quelque chose que j'ai intégré en partie. L'automatisation chez nous c'est avec Wallaxy, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment rentré dans le process. Voilà, ce sont les principaux qu'on utilise, et puis oui, peut-être un peu de Better Contact, ce genre d'outils pour l'enrichissement. Génial. Parfait. Avant de passer du coup à la fin et aux questions du coup de tout le monde, on voulait vous partager un petit succès aussi chez Grossaring. Notamment, on vient de sortir notre nouvelle landing page qui a été faite par Marie-Lou. On sait qui n'est pas là, mais du coup, on lui fait cet honneur grâce à cette nouvelle page sur notre site. Globalement, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire effectivement, là, on a compris l'enjeu d'avoir les bons outils, les bonnes stacks et les bonnes méthodes. Nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, ce qu'on aide. On essaye d'aider justement les cabinets à mettre en place ces choses-là, parce qu'avoir les bons outils ne veut pas dire les maîtriser. Souvent, quand on a des outils d'automatisation aussi, on peut envoyer les mauvais messages, les mauvaises approches et faire l'effet inverse, tout simplement, pour son cabinet. Donc, notre but, nous, c'est effectivement d'accompagner pendant 2 mois, justement, les cabinets à mettre ça en place. On a mis des petits highlights, des choses qui sont pertinentes pour les cabinets, notamment de les aider à avoir les meilleurs outils du marché, augmenter leur taux d'entretien et de prise de contact via LinkedIn, par mail et numéro de téléphone, multiplier par 2 les taux de réponse, avoir des agendas un peu plus remplis. Bon là, celui-là est très très rempli, mais voilà, avoir un agenda pour échanger du coup avec les bonnes personnes, capitaliser sur les relations. On en a parlé un petit peu. Je pense qu'il faut vraiment insister sur cette notion de vivier. Le vivier aujourd'hui, et en plus on l'a vu avec toi Sophie, hein, tu te souviens, c'est la première source où il faut qu'on aille chercher, quoi. Avant d'aller justement chercher des nouvelles personnes qui nous ont jamais connus, avec qui on n'a jamais échangé, pourquoi pas échanger déjà avec les personnes qu'on connaît, qu'on a déjà rencontrées, qu'on a qualifiées et qui sont peut-être aussi en recherche en ce moment. Donc ça passe par une bonne gestion de son ATS et de sa base de données. Utiliser les fonctionnalités cachées de LinkedIn, notamment avec Sales Navigator. ChatGPT, essaie de le mettre dans son quotidien. Aujourd'hui, effectivement, c'est pas facile de trouver des use cases pour les recruteurs. Nous, on travaille beaucoup dessus, justement, à créer potentiellement une formation sur le sujet. Même, on l'inclut aujourd'hui dans nos accompagnements, mais c'est de se dire que ChatGPT, il peut vous aider à faire les bonnes requêtes booléennes, à peut-être optimiser ou vous donner des idées de messages d'approche. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire pour gagner un petit peu de temps, même rédiger des offres d'emploi plus facilement, bien sûr. On ne fait pas un copier-coller, on envoie, parce que sinon ce ne sera pas bon. Mais au moins, ça donne déjà un 70, voilà, une petite base pour travailler et aller chercher du coup sur de nouveaux leviers. Donc voilà, il y a des petits boutons voilà, sur la landing si vous voulez échanger avec nous. Moi, ce que je voulais surtout vous partager, donc c'est la surprise du mois. Je ne sais pas si Marie-Lou, parce qu'elle a des problèmes de connexion, a réussi à l'envoyer. Si on n'a pas eu la surprise du mois, en tout cas le lien, vu que nous, on n'a pas le retour de notre côté. On vous enverra soit un message par LinkedIn, soit par mail pour y participer. Et en gros, pour gagner au final un audit. Du coup, notre but, c'est de pouvoir aider les gens. Du coup, on fait un audit totalement gratuit. On sélectionne 2 cabinets. On va pouvoir voir justement les résultats cibles qu'ils peuvent aller chercher, comment le faire et nos recommandations pour qu'ils puissent du coup avoir des pistes et des leviers à déployer au sein de leur cabinet. On arrive aux questions. C'est le moment de passer à toutes les questions. Est-ce que Hugo, tu as accès? Et si tu as accès, on peut y répondre comme ça. Attends, même, je pense que c'est mieux en fait qu'on soit tous les 4. Tac. Yes, j'ai quelques... Tu peux prendre les questions par le haut. Et ouais, juste avant ça,
Donc, n'hésitez pas à remplir le formulaire que Marlou va vous envoyer si jamais vous voulez qu'on puisse un peu aller auditer vos pratiques. Et donc, moi, je regarde un petit peu, j'en prie, pour regarder les questions qu'on peut avoir. Donc, je vois Gauthier qui a demandé combien de comptes Walaxy par mois et par recruteur. Donc, typiquement, Sophie, toi, c'est ce que tu as déployé chez toi, Walaxy. Ouais. Ouais, donc, combien vous avez pris de comptes Walaxy un par personne, puisque en fait, Walaxy est relié à son propre compte LinkedIn, donc c'est quelque chose qui est personnel. Par contre, on peut fonctionner en équipe, donc ça permet de, par exemple, sur certaines campagnes, sur des listes de prospects, donc c'est les listes de candidats, de pouvoir implémenter, que chaque recruteur puisse implémenter une liste en fait en fonction de son propre réseau. Mais c'est un par personne. Ouais. Ok, trop cool. Ok, donc un pour plus d'un, ok. Voilà, donc il y a Firas qui recherche un nouveau poste si jamais il y a des recruteurs qui veulent leur côté. Donc comment mettre en place une automatisation? C'est ça. Comment mettre en place une automatisation dans le cadre d'un démarrage d'une activité freelance? Vers quels outils se diriger vers un budget très limité? Alors, premier élément de réponse, pour un budget très limité, nous on a des partenariats avec des outils comme Walaxy par exemple ou La Grosse Machine qui peuvent te permettre déjà pendant les 2 premiers mois de ne pas payer. Donc très utile si jamais tu veux ne pas payer du tout et avoir un budget inexistant. Et comme ça, en fait, aller chercher des premiers clients. Mais en fait, je pense que même déjà, en fait, l'outil d'automatisation, il n'est pas forcément bien au démarrage d'une activité. Et moi, je verrais beaucoup plus, en fait, le fait d'aller chercher dans son réseau, d'aller appeler des gens, d'être dans une approche très, très, très personnalisée. Où, en fait, l'automatisation, c'est bien, mais quand on a déjà des bons process, des messages qui fonctionnent, etc. En fait, l'automatisation, c'est un amplificateur. Donc, avant d'amplifier quelque chose, il faut s'assurer qu'il soit de bonne qualité. Et donc, pour ça, c'est hyper important de faire les choses à la main d'abord. Donc en fait, je pense qu'au démarrage, toujours très important de commencer, peu importe l'action qu'on met en place, par une démarche ultra personnalisée, tester, voir ce qui marche pas. Donc voilà, ce que je recommanderais un petit peu. Après, par exemple, tu peux aller utiliser des outils d'automatisation pour automatiser les demandes d'invitation, qui peuvent être intéressants pour que tu n'aies pas à le faire à la main. Tu peux aller derrière, en fait, utiliser des outils pour, par exemple, trouver les numéros de téléphone des personnes qui t'intéressent. Donc, par exemple, d'aller extraire tout ton réseau en LinkedIn, l'enrichir avec un outil comme Better Contact pour trouver le numéro de téléphone de toutes ces personnes-là et après les appeler. Donc, tu vois, c'est plus être ça, mais dès qu'on va parler de prise de contact, etc., moi, je vais toujours recommander d'être quelque chose à la main, en tout cas au démarrage, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord avec les toi. autres. Ouais, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je te recommande aussi quelques petits outils qui sortent un peu de l'automatisation, mais qui sont très cool quand on est freelance ou indépendant. Notion, c'est top pour gérer ses process en interne. Airtable, en guise d'ATS, pour t'éviter de payer un ATS. Bon, après, effectivement, c'est un investissement pour moi qui est indispensable, ATS. Mais voilà, Airtable, quand même, fait bien le travail. Et du coup, voilà un peu les 2-3 outils que j'avais en tête pour toi. Et ouais, non, c'est ça que j'avais en tête et je voulais rebondir sur ce que tu disais, Hugo. C'est surtout sur le côté qualitatif. Au début, il faut vraiment y aller par parcimonie, faire les actions manuelles pour choper en fait les process, pour choper la bonne approche. Et après, au final, le déployer de manière un peu plus progressive avec de l'automatisation. Je suis d'accord. Donc, il y a Gauthier qui nous pose la question pour les cabinets de recrutement, quel ATS vous utilisez? Pour donner un premier élément de réponse, après je vous laisserai la parole, mais en fait, il n'y a pas de bon ATS, il n'y a que des bonnes ATS par typologie de problématique, en fait. Donc, en fait, l'enjeu, c'est vraiment de comprendre par rapport à toi, au fait, le nombre de recruteurs que tu vas avoir, la longueur de ton processus de recrutement, les actions que tu veux mettre en place. Est-ce que tu préfères avoir plein d'outils qui vont faire très bien quelque chose ou un outil qui fait un peu bien plein de choses? En fait, ça va vraiment dépendre de ton use case. Et là-dessus, moi, je pense que sans avoir, tu vois, justement, un audit et compréhension vraiment de tes problématiques, c'est dur d'aller choisir un bon ATS. Après, il y en a quelques-uns qui ressortent et qui sont intéressants. Mais pour le coup, je sais pas si Alexis, peut-être tu peux compléter là-dessus, ou même d'ailleurs Florent et Sophie, comment vous avez choisi votre ATS? Et d'ailleurs, Florent a un très bon ATS en fait. Yes. Tu peux peut-être nous donner ton ATS, qui est incroyable. Ça, en vrai. Ouais, alors nous, c'est vrai que au départ, quand on a commencé, on était sur un drive, donc vraiment très, très fouillis. Ensuite, on est passé sur Tool for Staffing, mais c'était à leur début, donc je sais pas aujourd'hui, je peux pas juger, c'était quand même il y a quelques années.
Les recherches booléennes à l'époque n'étaient pas top, donc on a basculé sur Bullhorn, mais qui n'était pas du tout agile, etc. Donc pour le coup, je ne conseille pas. Depuis 2 ans, on est sur Loxo. Pour le coup, on est très, très content. C'est américain. Ils sont très peu sur le marché français. Je crois qu'on était leur premier client. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'autres. Mais en tout cas, voilà, le support est tout en anglais, tout ça. Donc, c'est à prendre en compte. Mais globalement, c'est un très bon outil. Et aujourd'hui, on est content. Ouais. C'est ça qui m'a fait découvrir cet outil qui je pense, très très bien. Donc, ouais, effectivement, pour des petits cabinets, il y a un nouvel test aussi que je trouve très bien qui est Jarvis. Après, il y en a plein d'autres. Moi, je sais pas si. Ouais, Sophie, vous utilisez quoi, vous? Ah oui, tu l'avais dit tout à l'heure. Alors, ouais, nous, on avait choisi de s'équiper depuis le départ d'un ATS. Donc, c'est Human Sourcing qui devient InRecruiting. Ils sont basés en région lyonnaise. Donc, ça se passe bien. Après, on est en train de se poser la question parce que nos besoins évoluent. En fait, c'est tout simplement ça. Comme tu le dis, il en existe une multitude. Donc, après, il suffit de trouver celui qui correspond vraiment à nos pratiques. Je trouve que la petite limite là-dessus, c'est plutôt sur la recherche, l'entretien du vivier. C'est là où je pense qu'on a à s'améliorer de notre côté. Mais sinon, c'est très simple, assez ergonomique, ça se passe bien. C'est assez fluide, on peut partager les missions entre tous les recruteurs. Il y a une partie CRM également. Donc ça, c'est assez cool. Génial. Et je fais du coup un petit coucou aussi à nos partenaires ATS. Je pense du coup à Marvin Recruiter, Tim Taylor, on a Fletcher aussi, il y a Wink. Voilà, il y a pas mal d'ATS Untool aussi qui sont sur le marché. Pareil, ce que disait Hugo, ça dépend vraiment de vos problématiques, vos besoins, des fonctionnalités dont vous avez besoin et vos envies. Donc voilà, vous ne penchez pas direct sur un ATS suite à une recommandation. Analysez déjà vraiment ce dont vous avez besoin pour faire un petit benchmark et comparer. J'enchaîne du coup sur les questions avec Vincent. Selon vous, le recruteur doit-il s'inquiéter de la disparition de son poste avec l'IA à moyen, long terme? Y a-t-il des diminutions de postes dans le recrutement? Je vois que je n'ai pas cette statistique exacte sur la partie diminution de postes dans le monde du recrutement à cause de l'IA, vraiment à cause de cette chose-là. Je pense qu'aujourd'hui, un recruteur, il ne doit pas s'inquiéter, mais plutôt s'adapter. Monter en compétence avec l'IA, l'IA remplacera jamais le recruteur, mais l'accompagnera dans ses tâches. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses et c'est comme ça, nous, qu'on voit le futur du recrutement. Effectivement, il y a peut-être certaines fonctionnalités ou certaines missions du recruteur qu'il ne fera plus, mais il pourra se concentrer justement sur accompagner les candidats, faire les entretiens. Ça, aujourd'hui, une machine ne peut pas le faire et ne le fera jamais. Je pense que ce serait pas très humain de la part des entreprises de recruter seulement comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Florent, Sophie. Je pense qu'un candidat a plus quand même aujourd'hui envie de discuter avec un humain en face qu'avec un ordi. Donc, globalement, je pense qu'on aura toujours notre place. Hein. On en a pas parlé avant de la valeur et de la valeur ajoutée qu'on peut avoir pour un candidat. Mais globalement, je pense que ne serait-ce que l'interaction en elle-même entre l'homme et une machine versus entre deux personnes, elle sera jamais remplacée. Et des candidats qui sont aujourd'hui déjà très contactés, très difficiles à joindre et à capter leur attention. Si en face c'est un robot, je suis pas sûr que ça soit plus pertinent et plus efficace qu'une personne. Ouais. Et moi, je pense que ça va être vraiment en fait, dans tout ce qui est avant, après ou pendant, mais que les gens ne voient pas en fait, ce que l'IA va pouvoir apporter de la valeur et ce qui va en fait pour moi creuser l'écart entre les très bons recruteurs, les très bons sourceurs et ceux qui vont pas en fait aller vers ces pratiques-là quoi. Parce qu'en fait aujourd'hui concrètement, il y a des recruteurs qui avec toutes ces techniques peuvent faire le boulot de 3 recruteurs qui ne eux vont pas être sensibilisés à ça. Et donc je pense que c'est surtout ça en fait, c'est il y aura peut-être pas moins de recruteurs, il y aura juste il y aura juste plus d'écart de niveau en fait entre je pense ceux qui auront adopté ces techniques-là, qui auront compris à quel point c'est quelque chose qui ne va pas remplacer, mais sur laquelle justement tu as très bien dit Alexis. J'aimerais bien que tu me redises sa phrase parce qu'elle était, elle était parfaite. Mais je pense que c'est exactement ce qu'il a dit. C'est pour moi, ça va juste creuser l'écart. Il faut juste réussir à s'adapter à ça et pas avoir peur que le métier de recruteur disparaisse en tout cas. Ouais, Sophie, t'avais. Non, moi je suis d'accord aussi. C'est plutôt adopter l'outil. À mon avis, bon, ouais, comme le disait Florent, ça remplacera pas l'humain en fait. Notre métier, il est plein de subtilité aussi, de compréhension du besoin de notre client.
suis pas sûre qu'un robot puisse détecter vraiment tout ça. Après, forcément, dans les grandes lignes, peut-être qu'on peut filtrer des compétences, etc. Mais je pense qu'en tant qu'humain, ouais, on a quand même plein de choses à apporter du côté soft skills, en fait. Ouais, c'est un filtrage qui est indispensable. Je vois du coup les questions de Gauthier, notamment sur les outils, mais on n'a pas parlé des funnels. Funnels, c'est effectivement, ça dépend de ton approche, de toi, comment tu vas aller voir les candidats. Nous, notre idée à chaque fois en termes d'étapes, c'est de se dire où est-ce que mon candidat va être. Donc, bien cadrer le besoin, comprendre, faire un état des lieux des motivations de ce candidat, qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans sa journée, voilà, vraiment comprendre le cœur de son quotidien et de ses préoccupations de ce candidat, et après se dire où est-ce que je peux aller le chercher. Est-ce que c'est sur GitHub parce que c'est plutôt un dev? Est-ce que c'est plutôt sur une communauté? Est-ce que c'est plutôt sur LinkedIn parce qu'ils ont souvent une grosse... Hop. C'est bon, je suis revenu. Je pense qu'il y a une grosse réflexion à avoir, vraiment un plan stratégique de sourcing à établir avant de se lancer sur le candidat. Voilà un petit peu, nous, notre réponse côté gros hiring. Je vois la question aussi d'Emmanuel, notamment sur... moi, j'aimerais juste revenir sur la partie funnel. Vas-y, si tu veux. En fait, cette notion de funnel, elle m'évoque le fait à quel point c'est aujourd'hui très, très important de pouvoir traquer, en fait, de pouvoir analyser chacune de ces étapes de son funnel. En fait, aujourd'hui, on voit dans le monde du commercial, ça n'existe pas un directeur commercial qui ne va pas comprendre les taux de conversion de chacune de ces étapes, voir s'il améliore cette étape de X%, ça peut générer X recrutement en plus. Et c'est toute cette notion un petit peu qu'on appelle predictable hiring, et je l'ai bien dit avec le petit hiring, mais qui est très importante, qui est de comprendre, en fait, aujourd'hui, en fait, voici les différentes étapes, à combien de pourcents je perds de candidats dans telle ou telle étape. Aujourd'hui, mon taux de réponse sur telle typologie de candidat, il est de tant de pourcents. Donc, si je l'améliore de 20%, ça veut dire que je peux avoir tant d'entretiens en plus. Et cette notion de funnel, c'est quelque chose qui est très important à traquer par typologie de candidat. Donc, d'avoir en fait un funnel que vous allez pouvoir dessiner et sur lequel vous allez pouvoir optimiser, itérer en fonction des améliorations continues que vous allez pouvoir mettre en place. Et aujourd'hui, on voit très, très peu de recruteurs le faire, alors qu'en fait, c'est la base un petit peu justement de l'approche grosse qui est d'améliorer en continu ses pratiques, et d'itérer, quoi. Donc voilà, juste moi je voulais un petit peu rebondir là-dessus pour dire à quel point aujourd'hui c'est très important d'être dans une logique orientée analyse de données, quoi. Et je trouve que ça fait totalement écho aussi avec le côté, on l'entend beaucoup, que la fonction recrutement devrait plus être une fonction, même RH devrait plus être une fonction support, mais une fonction vraiment business. Et pour que ça le devienne aussi, et pour qu'on puisse prôner ça haut et fort, effectivement, il faut traquer tout ça pour pouvoir améliorer, comme tu disais Hugo, chaque étape de son funnel ou les indicateurs à chaque fois. Et du coup, ça fait aussi écho à la question de Emmanuel, notamment qui dit que le candidat est notre client désormais avec un gros point d'exclamation. Il demande ce qu'on en pense. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit traiter les candidats comme des clients? Florent, Sophie, qu'est-ce que vous en pensez? Carrément, c'est ce qu'on disait. C'est vrai que aujourd'hui, notre valeur, elle doit être présente vraiment pour le candidat. L'automatisation, les tâches à faible valeur ajoutée, l'automatisation vient, l'IA vient nous aider sur ça, et ça nous permet de nous concentrer sur ce qui fait notre force, donc notre relationnel, notre créativité, et finalement notre expertise de recruteur pour proposer aux candidats vraiment une offre qui corresponde pleinement à ce qu'il recherche, à ses aspirations, et pas lui pousser une opportunité parce que finalement c'est l'unique opportunité que l'on a. Nous de notre côté, si on a uniquement des offres qui ne correspondent pas à un candidat, on ne lui poussera jamais une opportunité, parce que pour lui ça a une faible valeur, et puis pour notre client, on sait très bien que ça n'avancera pas, donc ça sera contre-productif. Et c'est là aussi où du coup notre enjeu était principalement d'aller chercher plus de clients différents, de différents secteurs, etc., avec des niveaux de seniorité attendus différents, pour leur proposer un maximum finalement d'opportunités et avoir le maximum de chances de lui proposer l'offre qui lui correspond. Yes, Sophie, toi, tu penses aussi que le candidat devient client. Comment tu traites tes candidats? Est-ce que tu les traites comme des clients?
Ouais, on les traite comme des clients. C'est vrai que c'est. Alors, on l'a toujours un peu considéré depuis le départ, mais c'est devenu quand même hyper vrai aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, on est plus en train d'essayer de construire autour de son projet si on sent que ça peut matcher avec un de nos clients. Alors, ça suppose d'avoir une très bonne maîtrise de son territoire, de son écosystème. Mais si on sent que chez un client, ça peut matcher en termes de compétences ou de savoir-être, eh ben on essaye de construire quelque chose avec lui, de l'amener en fait à notre client d'une manière un petit peu différente. Et finalement, on sort un petit peu du cahier des charges de départ, mais je trouve que c'est quand même de plus en plus vrai. Super. J'enchaîne avec les dernières questions. Il en reste 2. On arrive bientôt à la fin de ce live. Notamment l'avant-dernière, c'est Virginie qui demande pourquoi utiliser des outils de scrapping de données lorsqu'on a un ATS. Aujourd'hui, l'ATS va permettre de centraliser justement cette donnée. De temps en temps, il y a des intégrations qui vont être faites, soit avec des CVTech, avec LinkedIn pour pouvoir. Hop, Siri, c'est activé. Je ne sais pas pourquoi c'est activé. Du coup, pour pouvoir importer de la donnée dans l'ATS. Donc, effectivement, l'ATS peut être un outil de scrapping aussi, mais lorsque ça ne l'est pas, ou lorsqu'on veut aller sur des données qui ne sont pas accessibles sur LinkedIn ou sur de CVTech, et ben, en fait, on peut passer en fait par des outils de scrapping pour enrichir cette donnée. Aussi, par exemple, vous avez de la donnée sur vos candidats que vous avez aujourd'hui pour rentrer en contact avec eux, par exemple, via LinkedIn. Ça peut être intéressant d'aller chercher l'ensemble des informations qu'il y a sur le profil LinkedIn, dans sa bio, dans sa description, des informations qu'il a pu commenter peut-être, des posts qu'il a likés pour affiner et personnaliser aussi son message d'approche. Ça permet d'enrichir aussi et d'apporter de la qualité dans son approche de recrutement. Hugo, ouais, C'est vrai que la thèse, en fait, aujourd'hui, il y a un vrai enjeu, c'est comment est-ce que réussir à enrichir toute la donnée sur ces candidats pour en fait, pouvoir bien segmenter son audience. Et en fait, pouvoir faire des filtres très précis. Je vois un candidat qui a secteur 3 fois, il y a moins de 6 mois. C'est des choses que tu vas pas forcément pouvoir voir si tu n'as pas enrichi toute la donnée présente sur LinkedIn, si tu n'as pas enrichi par exemple toute la donnée présente pour trouver leur adresse email et leur numéro de téléphone. Et aussi, ça, tu vas pouvoir le faire en général avec tous les ATS un par un. Donc, tu sais, tu as des extensions où tu vas pouvoir importer le profil, mais tu vas pas pouvoir le faire en fait ce qu'on appelle en bulk. Donc, le fait de le faire en bulk, c'est de dire, OK, bah, c'est 200 profils qui m'intéressent, que je vais utiliser dans une campagne. Voilà, c'est peut-être 100 profils que j'utilise dans une campagne d'approche directe. Bah, en parallèle, je les intègre dans mon ATS. Comme ça, ils sont présents et j'ai toutes leurs coordonnées, j'ai toutes leurs données. Et donc, tu vas pouvoir, en fait, derrière, pouvoir capitaliser dessus. Et donc, en fait, c'est très important de faire la différence entre un ATS qui, aujourd'hui, n'est pas un outil non plus d'approche directe. Aujourd'hui, les ATS, ils sont pas faits pour approcher ces candidats avec des séquences, etc. Ou alors, ils le font, mais de manière très peu optimisée, comparé à d'autres outils qui vont être vraiment dédiés uniquement à ça. Et donc, cette ATS, ça va vraiment être très important de l'enrichir pour, bah, en fait, derrière, utiliser la donnée via d'autres outils que tu vas pouvoir plugger à ça pour bah, rencontrer plus de candidats. Génial, merci Hugo. Et du coup, dernière question de Coralie sur les prompts spéciaux recruteurs pour utiliser ChatGPT. Aujourd'hui, nous, on y travaille pas mal sur ce côté ChatGPT IA de notre côté. On a créé aussi, je ne sais plus si c'est live, mais en tout cas, dans la communauté, on aura, je crois que c'est live, hein, Hugo, dis-moi si c'est bien. Ouais, c'est Vianney qui est en train de s'occuper là de répertorier en fait tous les meilleurs prompts ChatGPT qui sont présents sur le web et sur lesquels nous on travaille beaucoup. Ouais, ça c'est Vianney qui est en train de le faire et c'est pas encore live. Hein, mais ouais, ça c'est pas encore live, mais la pour l'avoir en exclusivité. C'est ça, dans la communauté, il y a un channel en tout cas qui est dédié à ChatGPT. En tout cas, qu'on a créé qui est en construction. Donc, vous pouvez rejoindre ça. C'est là où on va faire, nous, toute notre veille et on va partager avec d'autres personnes aussi qui font de la veille sur ces sujets. On arrive à la fin. Une belle heure de valeur. Donc, trop cool. Merci à vous, Florent et Sophie. Toi aussi, Hugo. Merci à tout le monde, à tous ceux qui ont été présents. N'hésitez pas, il y a peut-être des liens qui ne sont pas arrivés, peut-être des réductions, ou si vous voulez des réductions sur les partenariats. Contactez-nous. En vrai, c'est le plus simple. Envoyez-nous un message sur LinkedIn si on est déjà en connexion. Envoyez-nous une invitation si vous voulez avec une note dedans pour entrer en contact avec nous. C'est un plaisir d'échanger. Et est-ce que vous voulez dire un dernier mot de la fin chacun? Florent, je te laisse commencer. Yes, merci en tout cas pour ce bon moment. Merci Hugo qui nous a accompagnés principalement sur les sujets côté sales. Ça nous apporte beaucoup aujourd'hui. On a une vraie culture qui a été mise en place.
Et peut-être aussi, si ceux qui nous écoutent souhaitent avoir un accompagnement et ne savent pas forcément avec qui se faire accompagner, nous, ce qui nous a paru évident et pourquoi, du coup, on s'est orienté vers le Gross Hiring, c'est parce qu'on parle le même langage, on est dans la tech, on aime les outils, on aime être challengé, on aime voir ce qui se fait de nouveau et bousculer nos usages. Et clairement, Hugo, lorsqu'il m'a appelé, m'a convaincu de poursuivre la discussion et d'écouter ce qu'il pouvait me proposer et mettre en place. Et voilà, globalement, on a fait le bon choix. Aujourd'hui, on est très content et voilà, j'espère que les résultats vont continuer dans ce sens. Trop beau, ça fait plaisir. Sophie, un dernier mot de la fin, si tu veux. Oui, merci beaucoup à vous, Hugo et Alexis, pour cette heure d'échange, et puis à Florent aussi. Nous, on a beaucoup apprécié aussi les échanges. C'était plus avec Alexis pour le coup. Ça nous a permis vraiment de nous remettre en cause sur certaines pratiques, de processer un petit peu les choses. Donc, on a vraiment professionnalisé certaines étapes. On essaye. Alors, la fin de la formation est très récente, donc c'est un petit peu tôt pour vraiment donner avoir plus de recul sur les choses. Mais en tout cas, on a vraiment apprécié les échanges. Ça reste très humain, très personnalisé aussi, très focus sur nos propres pratiques. Donc, et puis, ça permet d'avoir vraiment un état du marché assez large en termes d'outils ou de pratiques. Donc, c'était très bien. Merci. Trop bien. Hugo, tu veux clôturer ce webinaire? Vas-y, je t'en prie. Non, mais moi, déjà, je voulais remercier tous ceux qui étaient présents et qui le sont encore jusqu'à la fin d'être venus, mais aussi surtout à Florent et Sophie de nous avoir partagé toutes leurs valeurs, montrer à quel point aujourd'hui vous êtes un cabinet qui a de l'avance et à quel point aussi vous avez des équipes incroyables qui la composent et donc tous les recruteurs qui recherchent un cabinet hyper impactant, hyper stimulant, avec une bonne ambiance, déjà, allez-y les yeux fermés. Si jamais vous recrutez, parce que franchement, vous êtes une très belle équipe et aussi je veux vous féliciter parce que vous êtes mis en action là-dessus et vous êtes dans les premiers qui font ça et que vous prenez vraiment un temps d'avance. Et donc aussi, surtout, merci de nous avoir fait confiance pour vous aider sur ces sujets-là et on est très content déjà des résultats qu'on a pu obtenir, mais aussi la relation qu'on a pu créer ensemble. Donc merci pour tout et pour tous ceux qui sont encore présents jusqu'ici et qui veulent justement se faire un peu challenger sur leur pratique, se rendre compte à quel point ça peut être adapté à leur façon de travailler. N'hésitez pas à nous contacter, à remplir le formulaire pour justement qu'on puisse vous faire des recos très concrètes, très précises et analyser surtout le ROI que ça pourrait impacter et que ça pourrait représenter pour vous. Mais en tout cas, franchement, merci beaucoup à tous et à Bordeaux ce soir. Ouais, on a un petit apéro qui se... parmi nous. Avec plaisir. Ouais, avec plaisir pour se retrouver du coup dans un bar. C'est le premier apéro qu'on fait hors de Paris. Donc, et peut-être bientôt à Marseille, on verra Florent. En tout cas, j'espère qu'on pourra t'y retrouver à fond. Avec plaisir. Merci à tous, prenez soin de vous, bon déjeuner, mangez bien. Merci à vous trois. Et à très vite. Ciao, ciao.